À tous. Bonjour Claire. Bonjour à tous, bonjour Charlotte. Alors, c'est bon, on a réussi à se connecter. Je vois qu'on est déjà 126 participants. C'est formidable. Génial. Ouais, Je vous propose qu'on attaque direct. On c'est se parti. voit aujourd'hui pour parler des tendances 2021 en termes de marque employeur et de communication interne. Moi, je m'appelle Claire Baruffi, je travaille chez Happy to Meet You et je vous présente Charlotte. Enchantée. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu en webinaire, vous me connaissez. Et ceux qui découvrent aujourd'hui notre webinaire en partenariat avec Happy to Meet You, je m'appelle Charlotte Fourchon et je suis en charge de l'expertise en communication interne chez Steeple. Merci Charlotte. Donc moi, effectivement, je travaille chez Happy to Meet You depuis maintenant 3 ans et je m'occupe de toutes les problématiques qui sont liées à la marque employeur des entreprises que l'on accompagne. Donc attractivité, fidélisation, communication, évaluation. Voilà, ça c'est nos quatre piliers. Alors devant le succès, parce qu'il faut quand même le dire, on a eu beaucoup d'inscrits je dirais le nombre conséquent de questions qu'on a eu. On a décidé avec Charlotte de retravailler un petit peu l'objet de la prise de parole aujourd'hui et plutôt que d'être sur vraiment un contenu, je dirais, descendant, on a repris vos questions et on se propose d'y répondre. Comme ça vous permettra de disposer à la fois d'une analyse des tendances sur 2021 un peu professorale et puis également de pouvoir répondre à vos questions et d'avoir, je dirais, une vue aussi hyper opérationnelle, hyper concrète. Charlotte, je te laisse présenter les modalités techniques du webinaire. Tout à fait. Alors, donc c'est super, là ça a fait que grimper 156. Pour préciser ce que disait Claire tout à l'heure, vous avez été presque 500 personnes à vous inscrire, donc on est super heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Et donc, les modalités techniques du webinaire. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir lever la main. En fait, c'est un webinaire collaboratif, c'est-à-dire qu'on veut que vous participiez. Donc, donnez votre avis, réagissez à ce qu'on va dire. Donc là, lever la main, c'est un petit outil sympa. Ensuite, vous allez pouvoir échanger entre vous. Je vois que dans l'onglet discussion, il y a déjà 18 messages, donc n'hésitez pas aussi à donner vos conseils à d'autres participants. Et puis, à la fin du webinaire, on aura une partie, Claire, c'est ça, 15 minutes de questions-réponses. Exactement. L'idée, c'était d'avoir un contenu. Charlotte et moi, on n'aime pas les webinaires hyper commerciaux. On essaie de vous vendre à tout prix des logiciels ou des concepts. Donc, l'idée, c'est de porter en fait la partie démo de Steeple, l'outil qui est porté dans l'entreprise de Charlotte, d'apporter une démo à la fin pour ceux qui sont intéressés, une démo qui durera 10-15 minutes, je crois. C'est ça, à la fin des questions, exactement. Eh bien, c'est parti alors. Allez, c'est parti. Donc, on a reçu plein de questions et des questions, Claire, qu'on a pu regrouper un petit peu des questions généralistes auxquelles on va répondre. Et évidemment, on répondra à vos questions plus précises tout à l'heure. Première question, c'est parti. Question de Muriel, qui est chargée de communication et marque employeur sur Paris. Et sa question, quel bilan peut-on tirer de 2020 en termes de marque employeur et de communication interne? La marque employeur a-t-elle été impactée par le Covid? Claire, je t'en prie. Alors, je pense qu'on a tous une petite intuition par rapport à la réponse. Mais je vais essayer, moi, dans un premier temps, de reparler du contexte vraiment début 2020. Donc, si on parle purement du marché du travail début 2020, les chiffres de l'APEC en février 2020 prévoyaient environ 279 000 embauches de cadres par les entreprises en 2020 en France, ce qui représentait en gros une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente sur un marché, rappelons-le, qui était en situation de quasi plein emploi, avec un taux de chômage de 3,8% pour cette catégorie d'actifs et donc en croissance depuis plus de 6 ans. Une fois qu'on a balancé ces chiffres pour rappeler le début d'année 2020, je pense que c'est intéressant. Et avant, je dirais aussi, toi aussi, que Charlotte, que tu apportes la réponse vraiment sur la communication interne, donc comment ça a été vécu à l'intérieur des entreprises. Je pense que c'est intéressant de revenir sur les raisons du changement qui s'opère depuis maintenant un peu plus de 10 ans entre les entreprises et les candidats. Pourquoi est-ce que finalement on a aujourd'hui un match difficile entre ces deux personas? Première raison qu'on peut invoquer, c'est lié à la considération, je dirais, c'est de l'ordre des considérations démographiques.
Aujourd'hui, en fait, dans une entreprise, on a un mix générationnel qui est hyper fort, bien plus fort qu'il y a des années, où on va pouvoir retrouver finalement au sein d'une même entreprise des générations dites boomers, et puis on va mixer ça avec des générations Z, donc la dernière génération. Et donc ça, forcément, ça crée, je dirais, un gap au niveau des compréhensions respectives des attentes et des attendus de chacun. Boomers, est-ce que tu peux préciser exactement ce que c'est, les boomers? Ah, les boomers, bah, c'est souvent, les boomers sont souvent à la tête des entreprises. C'est des personnes qui vont avoir entre, allez, on va dire 55 et 65, 70 ans. Il y en a beaucoup qui partent à la retraite chaque année. Il y en a déjà beaucoup qui sont partis à la retraite. Mais effectivement, voilà, on a encore beaucoup de personnes dans les, voilà, issues de cette génération boomer dans les gouvernances et les présidences d'entreprises. Et effectivement, ces boomers-là voient arriver sur le marché du travail chaque année des générations dites Z qui ont bon, voilà, même si on ne veut pas faire de stéréotypes, on ne peut pas s'empêcher d'en faire quand on étudie quand même, voilà, Oui, on a besoin de classifier. Ouais. la génération Z a effectivement des attentes qui sont mais, tout à fait opposées aux attentes des boomers. D'accord. Ça peut créer, si tu veux, des petites frictions, dirons-nous, entre ces deux générations. Deuxième facteur qui peut expliquer le match difficile entre candidats et entreprises, c'est finalement des changements de comportement chez le salarié qui se caractérisent par une loyauté à la baisse. C'est un peu le syndrome Tinder, c'est-à-dire qu'en fait, merci LinkedIn, on a aujourd'hui la possibilité de rentrer en contact avec n'importe quel collaborateur de n'importe quelle boîte. Et ça, forcément, ça crée beaucoup plus de porosité, de perméabilité. Effectivement, les collaborateurs sont moins fidèles qu'avant. Troisième élément à prendre en compte, évidemment, c'est le nombre croissant de PME, ETI, start-up qui ciblent des mêmes profils que les grandes entreprises. On parle bien là du marché employeur. Donc finalement, on est sur certains profils qui deviennent carrément pénuriques puisque tout le monde finalement se les arrache. Ensuite, on a en quatrième raison l'augmentation de la création d'entreprises et donc de personnes qui normalement devraient être sur le marché du travail en tant qu'employés qui deviennent finalement patrons de leur propre entreprise. On a également, ça c'est une tendance qui est forte, je dirais, l'ubérisation de certains secteurs avec notamment l'essor du non-salariat. Donc, on a aussi beaucoup de personnes qui ne sont plus rattachées à une entreprise. Une autre raison qui fait qu'il est tellement compliqué aujourd'hui de trouver des candidats, c'est la fuite évidemment des talents à l'international. Ça, c'est typiquement une des tendances fortes qui se trouve être un des traits de caractère, une aspiration vraiment forte chez la génération Z. Évidemment, on trouve toujours, alors ça, je pense que ça va te faire rire, Charlotte, mais la demande croissante de profils super complets aux compétences multiples, ce qu'on appelle, donc c'est le fameux mouton à 5 pattes. Et oui. Qui existe, je ne sais pas, moi, j'en ai jamais vu. C'est vrai que dans les recherches des profils communication, c'est des postes que j'ai occupés, on aimerait avoir le format du chargé de com couteau suisse qui sait tout faire, mais on sait que c'est pas forcément possible. Disons, voilà, exactement. Le couteau suisse, il fait bien d'en parler. Le couteau suisse avec en même temps, effectivement, un fort niveau d'expertise sur chacune des compétences. Donc, voilà, un peu compliqué. Et puis, je dirais en dernière raison, c'est aussi parfois tout simplement le manque de compétences des candidats face aux besoins des entreprises, ce qu'on appelle les skill gaps. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, je dirais un petit peu l'état de l'art du marché et le contexte dans lequel on vit depuis une dizaine d'années. Mais ça, c'était avant le Covid. Alors, que s'est-il passé, je dirais, à l'arrivée du Covid, Charlotte, à l'intérieur des entreprises? Eh ben, merci Claire. C'est vrai que le Covid, on a discuté toutes les deux, on accompagne des entreprises à la fois, parfois les mêmes, sur la marque employeur ou la communication interne. Et ce qu'on a vu en premier lieu, avec l'arrivée de cette crise, c'est que c'est la communication interne qui a été mise un peu sur le devant de la scène. Parce que pourquoi? Les employeurs, les dirigeants ont dû tout de suite communiquer sur les mesures à prendre, sur la réglementation générale à s'appliquer, les nouvelles règles de l'entreprise, parfois un petit peu lourdes.
La vie de l'entreprise s'est réinventée, donc il a fallu très vite communiquer sur les sujets, un petit peu comme notre président Emmanuel Macron. Et donc, on était vraiment sur un sujet propre à la communication interne, la communication de crise. Donc, on a vu, en tout cas de notre côté, beaucoup de prospects se transformer en clients. On a accompagné beaucoup d'entreprises, tous secteurs différents, justement, pour pouvoir communiquer avec tous leurs collaborateurs sur les réglementations. Comment faire sur le chômage partiel, comment faire pour revenir sur le site, voilà. Et donc, après, il a fallu apprendre à Aussi vivre. le télétravail, je me permets, instaurer Oui, une entreprise qui était hyper rétive au télétravail et puis qui évidemment n'ont pas eu le choix que d'instaurer ça. exactement, ouais, exactement. C'est vrai qu'on va en parler du télétravail, on va en parler. Et donc, comme tu disais, voilà, le Covid s'est installé. Il a fallu apprendre à se réinventer, que ce soit sur eh bien, les process de recrutement, de communication, sur eh bien, la marque employeur. Évidemment, on ne parle pas de toutes ces recommandations sanitaires. Et donc là, les rôles des responsables QSE, donc qualité, sécurité, s'est vu vraiment prendre beaucoup d'importance. On a vu naître des nouvelles formes de communication autour des référents Covid, qui va se charger de la communication autour des règles d'hygiène, etc. Et puis, on a vu aussi, avec l'installation du Covid, une digitalisation des communications, notamment avec cette nouvelle forme de travail qui est le télétravail, qui a propulsé certaines entreprises dans la digitalisation, dans voilà, les nouveaux les Skype, les Teams, etc., etc. Voilà, et puis pour aller un petit peu plus loin dans ce bilan, j'avais aussi envie de vous partager quelques chiffres sur la conduite aussi du changement et la nouvelle vision en fait de la communication interne au sein des entreprises. Parce que c'est vrai que, comme je disais en introduction, la communication interne a vraiment été mise en avant. Et ce qu'on a voulu faire aussi chez Steeple, en tant que solution de communication interne autour d'un outil, mais aussi on accompagne des entreprises, on a voulu un petit peu prendre le pouls de la communication interne et on a mené une grande enquête sur différents canaux. Alors, tout collaborateur confondu, dirigeant, manager, et ce qui est ressorti, en tout cas, sur cette enquête qu'on a menée auprès de 700 personnes, c'est que la communication est un sujet à privilégier sur l'après-crise. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on pensait à l'issue du premier confinement que la crise allait prendre fin, qu'on n'allait pas être reconfiné. Or, on a eu un deuxième, puis un troisième confinement. Quand même intéressant de noter ça. Mais à savoir qu'en juin 2020, 82% des personnes interrogées considéraient que la communication interne était un projet à privilégier suite à la crise. Donc voilà une première information. Et aussi intéressant de noter que sur les 700 personnes interrogées, 57% de personnes notaient, et ça c'est un chiffre quand même hyper important, que 57% de personnes ont trouvé que l'entreprise avait innové sur la manière de communiquer. Voilà, et puis enfin, sur les outils, j'avais envie de terminer là-dessus, sur les chiffres. Sur les outils, 25% des entreprises ont innové en accueillant un nouvel outil de communication interne. 60% des entreprises ont innové en utilisant la visioconférence. Et enfin, 44% des entreprises ont innové en installant des outils collaboratifs. Donc voilà, des Slack, des Teams, des outils de messagerie instantanée. Donc 25 outils de com, 60% la visio. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais que ça soit en communication interne, en communication managériale, en communication externe, on est face à un tournant majeur. Le Covid a accéléré la digitalisation des entreprises. Voilà, je pense que ça, tout le monde ne peut pas passer à côté et c'est vraiment le message que je voulais vous passer avec ces chiffres. On peut passer à la deuxième question, Claire. Allez, c'est parti. Comment convaincre un patron boomer un petit peu récalcitrant sur la nécessité de se doter d'une vraie stratégie marque employeur et communication interne? Notre entreprise est une société de services dans l'informatique de plus de 1000 salariés. Une question de Camille, qui est responsable RH dans une société informatique à Nice. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Claire, en termes de marque employeur?
Déjà, on sent un petit peu de frustration hein, Ouais, chez j'ai Camille. Camille. On voit le phénomène OK, boomer. Et Mmh, c'était ce que je t'expliquais, enfin ce que je vous expliquais, pardon, mmh, à tous. C'est effectivement cette difficulté à faire parler justement des générations qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et qui n'aspirent pas aux mêmes choses. Les boomers et on va dire une génération plutôt Z, mais ça peut être X, Y, Z d'ailleurs. mmh. En fait, Camille, moi, je vois deux choses qui peuvent être intéressantes à travailler en termes d'arguments auprès de votre direction. La première concerne l'attractivité. Je dirais, c'est pas vraiment un argument, mais c'est une explication. On passe énormément de temps dans des formations à expliquer ça à nos clients. En fait, on vit une ère nouvelle hein, depuis, ça ne vous aura pas échappé, l'arrivée d'Internet, où chacun, notamment depuis ces dernières années, peut donner son avis sur tout. On consomme plus comme avant. Que vous prévoyez, par exemple, un week-end en amoureux où vous avez envie de réserver un hôtel, euh, je pense que vraiment des gens des plus jeunes générations n'iront pas réserver un hôtel s'ils n'ont pas regardé les avis au préalable. C'est pareil pour tout, c'est pareil si vous achetez un vélo en ligne, par exemple, ou d'ailleurs que vous l'achetiez en ligne ou en magasin, c'est un achat avec voilà un montant qui peut être un peu conséquent, on va forcément aller voir derrière les avis qui ont été laissés sur Internet. Et bien, pour le marché du travail, c'est exactement pareil. Et effectivement, si votre boîte n'est pas fidèle à l'intérieur, à l'image qui est véhiculée à l'extérieur, il peut y avoir un souci derrière, il y a un risque énorme euh, que l'un des collaborateurs de l'entreprise vienne mettre un avis sur Google, qui soit sur Google, d'ailleurs sur toutes les plateformes d'avis, hein, puisqu'on a Google, la plateforme d'avis employeur, parlons-en, Google en tout premier, Glassdoor, ça peut être Choose My Company, voilà, il y en a pas mal sur lesquels en fait les candidats et collaborateurs peuvent délivrer finalement leur expérience vécue. Et ce qu'on observe de plus en plus, et là c'est très criant encore plus cette année, c'est que finalement on va également trouver des avis qui seront au-delà des plateformes habituelles du milieu professionnel. Je vous donne par exemple l'exemple de l'entreprise qui s'appelle Louietu, qui vit en ce moment une véritable campagne je dirais de dénigrement sur Instagram notamment, qui a démarré par un compte qui s'appelle Balance ta startup. Et effectivement, cette entreprise est sous, je dirais, les feux des projecteurs parce que voilà, les collaborateurs sont allés sur Instagram dire finalement, il se passe des choses dans l'entreprise qui ne sont pas du tout fidèles à l'image qui est véhiculée à l'extérieur, il y a du harcèlement moral. Et puis, les produits que vous achetez, vous savez quoi, ils ne sont pas du tout fabriqués en France. Finalement, il n'y a que les petits fermoirs. Donc, en fait, on voit ici que la marque employeur prend le pas même sur le produit qui est vendu par l'entreprise. Et ça a un effet notoire puisque finalement, le risque, il est même plus, je dirais, que auprès de la cible candidat, il vient également grignoter les consommateurs. Alors, un autre exemple qui est moins sous les feux des projecteurs actuellement parce qu'ils ont énormément travaillé leur marque employeur, c'est évidemment Amazon. Puisque Amazon, on a tous un petit peu rétif à utiliser le service quand on pense ou qu'on repense aux images qu'on a vues voilà, de management un peu féroce. Donc voilà, donc aujourd'hui, même un consommateur classique va, je dirais, étudier non seulement le produit qu'il achète, mais il va également s'interroger sur la façon dont sont traités les collaborateurs au sein même de l'entreprise. Des exemples comme ça, il y en a 30 000, ça va de Uber à Deliveroo, voilà. Et Claire, tu disais Oui. aujourd'hui que Instagram, pardon, Amazon était en train de se racheter un petit peu, redorer un peu son image. Comment ils sont en train de faire en ce moment alors? Ah ben, alors, je ne connais pas le plan précis, si tu veux, marque employeur d'Amazon. Ce qui est sûr, c'est que si vous regardez la télé, vous aurez vu depuis maintenant un peu plus de 6 mois une campagne télévisuelle Oui. pardon, qui présente finalement des collaborateurs d'Amazon, nous expliquer leur métier, nous expliquer ce que Amazon leur apporte en tant qu'employeur. Et ça, c'est très fort et ça montre bien effectivement que 2021, énorme tendance sur la marque employeur, puisque on peut s'interroger pourquoi est-ce que Amazon
vient préempter finalement des spots publicitaires à destination d'une cible grand public pour parler de la façon dont il traite ses collaborateurs. Bon, il y a du travail, comme on disait, de rattrapage par rapport à une image qui a été mal contrôlée à une époque, une image marque employeur. Et puis, effectivement, il y a cette idée qu'aujourd'hui, on ne peut plus consommer d'un produit si on sait que derrière, les gens, ils ont été maltraités pour produire ce produit. Donc voilà, je dirais ça, c'est un premier exemple très parlant, en fait, je dirais des risques qui peuvent être amenés à ne pas mettre en place une stratégie de marque employeur. Et effectivement, pour se prémunir de cela, je pense, Camille, qu'il est fondamental de se doter d'une stratégie sans attendre. Et voilà, une stratégie pour nous, ça commence par une phase d'exploration. Donc, un audit, savoir voilà, aller questionner, regarder tous les leviers de satisfaction, d'insatisfaction des collaborateurs dans l'entreprise. Ça, c'est important, en fait, de faire ça pour je dirais, deux objectifs. Un objectif de cohérence, c'est très important de communiquer sur quelque chose qui est ressenti et qui est de l'ordre du réel par les collaborateurs. Et puis aussi derrière, parce que si vous embarquez pas vos collaborateurs en entreprise dès cette phase, en fait, où on interroge ces fameux leviers de satisfaction et d'insatisfaction, ce sera très compliqué de s'appuyer sur eux derrière pour aller venir dépiler une campagne de marque employeur, une campagne de communication. À la suite de cette phase d'audit, alors là, je vais employer des mots et des jargons. Vous m'arrêtez, vous me posez des questions si c'est un peu si c'est incompréhensible, mais on pourra faire ce qu'on appelle un EVP, donc Employee Value Proposition, donc c'est-à-dire en fait la plateforme de marque employeur, celle qui regroupe finalement les dimensions qui sont liées à votre employabilité. Ça, on pourra faire ce travail-là une fois que la phase d'audit aura été faite, et ce travail d'EVP, il va être très nécessaire, et ça, voilà, je pense les personnes qui sont en charge de la marque employeur dans les entreprises sont assez au courant. Il va être nécessaire derrière pour travailler justement l'attractivité et la fidélisation des collaborateurs. Mais une fois qu'on a fait ces deux phases, je dirais, d'audit et de VP, le défaut souvent des entreprises, c'est d'oublier en fait de l'animer. C'est-à-dire qu'en fait, on a des boîtes qui dépensent beaucoup d'argent dans la réflexion autour de ce qui va pas dans la boîte, et puis derrière, sur de la production de contenu. Puis finalement, entre les deux, il n'y a rien. Et ça désincarne complètement la stratégie, notamment auprès des collaborateurs. Et il faut vraiment effectivement veiller à mettre en place des plans pour faire en sorte que les personnes clés de l'entreprise s'imprègnent et soient porteuses vraiment des clés d'identification marque employeur. Et puis après vient le temps de la communication avec voilà, la production de contenu qui sera adaptée, puisqu'on aura eu des éléments de réponse dès la phase d'audit. Et puis évidemment, la mise en place d'outils pour venir évaluer son travail, parce que sinon, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Et puis, j'irai juste Camille, et puis après, je te passe la main, Charlotte. Il y a également une façon d'aller convaincre son patron boomer. Et je dirais, a fortiori, quand on connaît les problématiques des ESN, hein, puisqu'à priori, société de services informatiques, il y a quand même des gros soucis de turnover qui sont liés notamment au fait que les personnes, les employés travaillent dans des missions, ils sont loin de chez eux, donc voilà, il y a beaucoup de concurrence également. Ce qu'on peut amener comme argument auprès de votre patron, c'est que la démission d'un employé coûte cher. Démission d'un employé, son remplacement. On estime que remplacer un employé coûte environ 37,5% de son salaire. Et effectivement, c'est clair qu'on voit que le turnover a de nombreuses conséquences financières, organisationnelles et humaines dans l'entreprise. Donc, effectivement, c'est important de mettre en place une stratégie pour faire en sorte de consolider l'existant. Et je dirais, avant de chercher à attirer des candidats, si on a une fuite derrière, ça ne sert à rien de remettre de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler d'abord sur la rétention. Et puis, je dirais, là, je vous ai parlé d'éléments qui sont vraiment de l'ordre de la stratégie. Parfois, dans les
petites boîtes ou dans les boîtes moyennes. Ce n'est pas le cas certainement d'une boîte de 2000 personnes, mais dans les PME qui ont voilà, peut-être moins de temps à consacrer à cette problématique de marque employeur, on peut mettre en place des outils ou du contenu très simple et très efficace. La vidéo, on y reviendra plus tard, mais c'est une des grandes tendances aussi depuis quelques années pour gagner en attractivité tout en valorisant des profils de collaborateurs. Voilà, moi, je dirais les deux éléments de réponse. Charlotte, je te laisse compléter avec ta vision comme interne. Comme interne, merci Claire. Alors oui, ça peut paraître un petit peu confusant. On se dit la marque employeur, comment la différencier de la communication interne, comment inclure la communication interne dans la marque employeur. J'avais envie de revenir en fait un petit peu sur la chose principale à comprendre entre marque employeur et communication interne. En fait, la communication interne, ça permet de valoriser une stratégie de marque employeur. On est d'accord là-dessus, Claire? Oui, tout à fait. OK. Et donc, pour revenir un peu sur la définition de la marque employeur, très simplement, en fait, c'est l'image de marque de l'entreprise, mais ici qui cible les futurs ou actuels collaborateurs. On est vraiment sur de l'image. Donc, c'est comment on va véhiculer à l'externe et en interne l'image de l'entreprise, l'image de marque de l'entreprise. Donc, et c'est aussi le message que j'ai envie de vous lancer. Donc, c'est d'abord un travail et une démarche interne. Comme disait Claire, je rebondis un peu sur ce qu'elle disait. Si vous recrutez, mais vous vous dites, bah, tiens, il y a toujours une fuite d'eau, c'est peut-être que le problème, en fait, il vient de l'interne. Et donc, toute l'idée, en fait, d'une stratégie de marque employeur, et de l'EVP, expliqué par Claire, c'est de faire rejaillir, de comprendre l'ADN de l'entreprise en interne et de comprendre quelles sont les valeurs, ce qui fait adhérer les collaborateurs en interne. Et donc, pour ça, voilà, il y a les techniques dont a parlé Claire. Et puis, en fait, comment ça va se traduire en termes de communication interne? Eh bien, une fois que vous avez travaillé votre VP, vous êtes sûr de ce qui fait la fierté d'appartenance, de ce qui crée le sentiment d'appartenance, eh bien, c'est de travailler tout simplement sur ces supports, sur ces outils. Eh bien, ça va être la création d'événements qui vous ressemblent, ça va être la création de rituels. En fait, il faut capitaliser sur ces événements, sur ces moments de vie qui font que c'est vous. Donc, par exemple, ça peut être une charte d'entreprise, ça peut être un culture book, ça peut être un événement, ça peut être un style de management, ça peut être des rituels. En fait, il faut absolument veiller, et c'est comme une secret sauce, c'est comme un secret qu'il faut garder, c'est-à-dire, si vous savez ce qui fonctionne en interne, il faut absolument conserver ça. Aujourd'hui, par exemple, on parle, tenez un exemple, on parle de culture d'entreprise. Moi, je travaille dans une jeune entreprise qu'on peut qualifier de start-up, donc Steeple, et on fait que grandir en ce moment, et on se pose la question de comment conserver cette culture d'entreprise alors qu'on est en train de passer de 10 à 20 à 30 à 40 collaborateurs. Mais en fait, c'est ça la marque employeur et la communication interne. Qu'est-ce qui fait qu'on est nous? Eh bien, on va célébrer les anniversaires des collaborateurs. On achète un gâteau. On aime beaucoup aussi, on met l'accent sur l'onboarding des collaborateurs. Comment on va accueillir chaque collaborateur? Ça passe de l'onboarding avec l'office manager, administratif, quelles sont les relations qui vont se tisser avec les managers, enfin voilà. Et ça peut aussi passer très simplement par eh bien, faire une présentation du nouvel arrivant avec une courte présentation sur l'outil de communication interne. Voilà. Et donc, je me permets de te couper 2 petites secondes, Charlotte. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. On voit également aussi que ce qui fait l'entreprise dans sa marque employeur, ça peut être également, je dirais, comme là tu décrivais les rites, ça peut être aussi l'histoire en fait de l'entreprise. On voit, nous par exemple, on est intervenu auprès de boîtes et en faisant l'audit, on s'est rendu compte que des éléments marquants de l'histoire de l'entreprise, donc j'ai toujours 2 exemples en tête. Il y en a un, c'est il y avait eu un méga incendie dans l'entreprise, donc un événement vraiment grave qui avait vraiment marqué beaucoup les collaborateurs. Et un autre exemple qui est un exemple pareil peu heureux d'un directeur commercial qui était parti avec la caisse, comme on dit. Et en fait, sympa.
Et en fait, on se rend compte que ces 2 événements finalement malheureux dans l'entreprise, eh bien, avaient été dans l'histoire de l'entreprise des éléments aussi finalement fédérateurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il y a eu un avant, il y a eu un après, et que ce soit un incendie, un incendie où effectivement ils se sont tous vraiment rassemblés pour trouver des clés en fait et faire preuve d'une agilité hors norme. Et puis évidemment, dans l'autre exemple, c'est vraiment l'ennemi commun. Donc finalement, c'était des événements malheureux, mais qui servaient à fidéliser l'équipe. Et donc effectivement, un audit est parfaitement adapté pour venir identifier tout ce qui fait l'entreprise, des rites, comme tu disais, l'histoire, les avantages et voilà, identifier tous les piliers de l'entreprise. Je te laisse la main. Merci Claire. Et pour terminer là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne communication interne aura forcément un impact sur toute votre stratégie de marque employeur. Donc déjà, premièrement, ça la rendra plus attractive. Il y aura une bonne cohérence entre la com interne et la com externe. Ne l'oublions pas, la marque employeur, ça comprend aussi la com externe. Donc des salariés beaucoup plus fidélisés, qui deviennent aussi ambassadeurs, qui peuvent aussi mettre en place de la cooptation, qui sont plus aptes à coopter des proches, en fait. Donc, finalement, des coûts de recrutement beaucoup plus bas et un turnover en baisse. Et donc, finalement, on obtient quoi? Une meilleure fierté d'appartenance et un sentiment d'appartenance aujourd'hui qui est beaucoup plus fort et je pense qu'il est important parce que la communication interne et les liens sont mis à mal dans l'entreprise aujourd'hui avec cette crise. Voilà. J'ai envie de passer à la troisième question. En plus, je pense que là, on est vraiment sur une question, je pense aussi, vous attendez un petit peu tout. C'était le titre de notre invitation à ce webinaire. Une question de Virginie. Donc, quelles sont les grandes tendances pour construire une marque employeur forte en 2021? Virginie, qui est DRH dans la finance, dans une société de finance à Paris. Claire, est-ce que tu peux nous donner les grandes tendances 2021 pour la marque employeur? Aucun souci. Donc Virginie est DRH, c'est ça. Cette question, elle pourrait aussi bien être posée par des DRH que par des directions des directeurs de la com. Donc il y a 2 niveaux de réponse. Moi, je vais commencer par, je dirais, des réponses plutôt liées à la com, mais qui, je l'espère, réussiront quand même à intéresser les DRH. La tendance numéro 1, qui est une tendance qui se vérifie depuis, forcément, depuis que les choses ont changé, depuis qu'on fait attention à son collaborateur, à son candidat, c'est le focus sur le collaborateur. Grande tendance qui s'assoit véritablement en 2021. On observe, mais vraiment plus que jamais, que la star de la boîte, ce n'est pas le patron, c'est le collaborateur. On peut imaginer pourquoi, ça crée plus d'identification pour celui qui regarde. On va pouvoir se dire ah, c'est exactement ce type de collègue que j'aimerais avoir, ou se dire tiens, voilà, moi je me reconnais vraiment dans ses propos. Ça peut être également pour le collaborateur, je dirais, quand on fait le focus sur le collaborateur, forcément c'est valorisant, ça semble idiot de le dire, mais voilà, c'est un double enjeu. Deuxième tendance, évidemment la vidéo, donc on en a déjà un petit peu parlé, qui est vraiment la star incontestée du contenu en 2021. Si possible, évidemment, une vidéo courte. On observe également que cette vidéo se démocratise au point que les formats se multiplient. Ça peut être de la vidéo dite totem où on présente vraiment votre entreprise sous vraiment en travaillant les aspects attractivité, fidélisation, donc à destination d'une cible candidat collaborateur, en montrant effectivement ce que votre équipe a de sympa à offrir. Et puis on observe également que l'imperfection est aussi dans la tendance. Alors je m'explique, les contenus, effectivement, je pense que la période de Covid et puis ce qu'on est en train de vivre malheureusement tous actuellement, c'est-à-dire le fait de travailler beaucoup en télétravail, d'être loin les uns des autres, sans possibilité de se toucher ni même de s'approcher, ça fait que finalement chacun devient le propre créateur de son contenu. Donc l'imperfection, c'est OK. C'est même voilà, quelque chose qui fonctionne bien. Des vidéos avec un grain pas forcément adapté, des espèces de petits mouvements comme ça, c'est OK. Voilà, on n'est pas forcément sur des contenus très léchés. On peut être sur des contenus vite fait avec son téléphone, il n'y a aucun souci. Troisième tendance, l'empathie.
Voilà, l'émotion et la gratitude, c'est 2 valeurs stars de ce début d'année. On se remercie, on se soutient, on se dit qu'on s'aime, on en fait des tonnes niveau empathie. Regardez tous les spots télé parce que forcément, c'est une tendance générale. Actuellement, on a des spots télé qui font 2 minutes, c'est nouveau, avec vraiment des musiques qui sont associées. On a envie de pleurer à la fin des spots télé. Ben, c'est exactement la même chose niveau outils créa, marque employeur. Tendance 4, tu l'as évoqué tout à l'heure, Charlotte, forcément, 2020 est passé par là, le visio. On ne va pas dire qu'il prend le pas sur la vraie vie, mais on n'en est pas loin. Quelle boîte n'a pas aujourd'hui d'outils de communication interne type Teams, Slack, Hangout, ou alors des réseaux internes type Yammer. Voilà, le niveau d'installation de ces supports de com internes ont explosé et le pourcentage d'adoption des outils effectivement est dingue. Et on a vu effectivement qu'il y avait comme on le disait, des entreprises qui n'étaient pas du tout parties pour aller dans cette voie-là et qui n'ont pas du tout eu d'autres possibilités que de les adopter à la va-vite en 2020. Et puis, je dirais 5e tendance en termes de com, comme RH, c'est les formations qui explosent. On a eu un 2020 qui était très slow et comme disait Coluche, cette année c'était très bien, l'année prochaine ce sera pire. Donc on sait maintenant qu'on peut aussi utiliser ce temps-là, donc c'est-à-dire ce temps de travail où on ne peut plus aller sur les événements, où voilà, on est obligé de vraiment se réinventer pour travailler vraiment sur la formation de ces équipes. Donc il faut travailler vraiment, je dirais, en profondeur à la montée en compétence de son équipe, que ce soit sur voilà, le social média. On a du mal à envisager une stratégie de salarié ambassadeur sans un programme de formation derrière le social média adapté. Et puis voilà, des formations comme ça, il y en a beaucoup. 2021, c'est vraiment je dirais une invitation à se former. Et puis je vais donner quand même une réponse aussi pour nos, enfin voilà, une réponse plus RH sur le conseil RH, c'est qu'il faut effectivement venir toujours dans cette mouvance un peu où on est un peu plus slow, on prend plus le temps de faire les choses, venir interroger ses process RH. Ça peut être également retravailler ses annonces. Vous savez que l'annonce, c'est vraiment the premier contenu que vont voir les candidats vous concernant, et c'est aussi un contenu qui est lu par les moteurs de recherche, hein. Ils fonctionnent comme Google, Indeed et compagnie, donc il faut vraiment prendre le temps de les retravailler. Si vous avez la possibilité de le faire en interne, c'est très bien. Il y a des choses qui existent sinon sur Internet, et il y a des formations qui sont également données pour retravailler ces annonces. On peut également retravailler tout ce qui est lié à l'onboarding. Ça semble important en 2021, je pense, de quand même pouvoir se doter d'un parcours candidat impeccable. Donc voilà ce sur quoi on va pouvoir travailler en termes de tendance marque employeur. Et du coup, je te pose un petit peu la même question, Charlotte, sur la partie communication interne. Merci Claire. Bien, écoute, c'est rigolo parce qu'on a un petit peu les mêmes tendances, mais vous allez voir qui se précisent un peu différemment. Donc pour commencer, focus sur le collaborateur. J'ai envie de dire, c'est un petit peu la même chose en communication interne. On a envie d'une communication plus humaine. J'accueille parfois des clients en témoignage en webinaire. Ils nous disent on a mis en place Steeple, on a mis en place des outils de communication justement pour valoriser les collaborateurs. On se rendait compte qu'avant, on ne le faisait pas vraiment. On se détache peu à peu de l'idée d'une communication interne très corporate, très institutionnelle. On fait beaucoup de top-down, de descendant, et en fait, on a envie d'une communication plus humaine, en fait. Donc, c'est vrai qu'on entend aussi souvent dire la star de l'entreprise, c'est le client. Eh bien, il y a différents types de clients. Il y a le client externe et il y a le client interne. Et n'oublions pas que le premier client de l'entreprise, c'est bien le collaborateur. Donc, la star, c'est le collaborateur. Une communication plus humaine. Je rejoins Claire aussi sur une autre tendance, la vidéo et plus largement des contenus numériques. Et donc, oui, des contenus courts, des contenus qui s'adaptent au numérique. Vous voyez bien que là, on est de plus en plus sur le digital. Et heureusement, parce que ça permet de lier tout le monde. Et j'ai envie de dire aussi des contenus numériques, des contenus modernes, c'est-à-dire des contenus aussi qui vont s'adapter aux collaborateurs. Qu'est-ce qui l'intéresse en gros? Posons-nous un petit peu la question, vu que c'est un peu la star, le collaborateur.
en termes de marque employeur et de communication interne. Donc, il faut s'intéresser à ce qui l'intéresse. Comme ça, on aura des contenus qui vont donner envie, qui sont faciles à lire, qui se lisent de partout aussi, parce qu'on a des collaborateurs multisites qui sont sur la route, qui sont un peu partout. Donc, si on ne se met pas à la page, si on ne se dit pas, tiens, des contenus sur la com interne, les contenus com externes, comme le disait Claire, sur les réseaux sociaux qui charment la nouvelle génération, mais qui charment aussi les boomers, il faut s'en inspirer pour faire des contenus plus attrayants. On ne peut pas faire que des contenus qui portent, qui sont hyper centrés non plus sur son entreprise. Tu as raison. Pardon ? Je dis, on ne peut pas non plus, effectivement, comme tu le soulignes, faire des contenus, imaginer produire que des contenus qui ne parlent que de son entreprise. Exactement, ouais. Exactement. Donc là-dessus, il faut aussi se dire que l'engagement aussi, troisième tendance, ça va être très important, et vraiment très important. Ça fait vraiment écho à ce qui se passe en ce moment. Les gens sont un petit peu perdus, ils ont besoin de repères. Et la notion d'engagement, c'est tout simplement un besoin humain. On a besoin de se sentir appartenir à quelque chose, à un groupe. Donc derrière, ici, la notion de communauté. On le voit bien, sur les réseaux sociaux externes, tout est construit comme ça, on appartient à une communauté, une famille, une entreprise. Voilà, donc on voit aussi de plus en plus les gens ont besoin de prendre la parole, de s'exprimer, de partager leurs idées, de connaître les personnes avec qui ils travaillent. Et donc là, évidemment, les notions d'engagement, il y en a plusieurs. Il y a un engagement envers soi-même, envers l'entreprise, son manager et ses collègues. Et après, on va le montrer de manière différente. Je m'engage parce que je prends la parole dans un groupe de conversation. Je m'engage parce que je vais liker une publication. Je m'engage aussi au niveau de l'entreprise parce que je vais prendre des responsabilités en termes de RSE, d'éthique, la notion d'engagement. Enfin, quatrième tendance, la désintermédiation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mot un peu technique. Pour dire quoi ? Ça veut dire qu'on casse les silos. Aujourd'hui, c'est plus le patron dans sa grande tour d'ivoire. Non, le patron aujourd'hui, il est de plus en plus proche de ses collaborateurs. Il y a moins en moins d'écart entre les salariés et le dirigeant. Aujourd'hui, on voit par exemple, je vous le dis, première crise, on a des patrons de grandes distributions d'industrie qui sont venus nous voir en nous disant il faut qu'on communique. Eh bien, ces patrons, ils se sont rapprochés de leurs collaborateurs alors qu'ils étaient à distance. Des patrons qui prennent la parole sur un outil, qui vont partager une vidéo, qui vont dire, voilà, là, je suis en réunion, là, je suis en réunion de crise, voilà ce que je fais. C'est ça, la communication moderne. C'est moins de silos, on se rapproche, communication plus proche. Enfin, dernière tendance qui va avec la désintermédiation, ce cassage de silos, c'est la transparence et la sincérité. On le voit, on ne peut plus mentir. On ne peut plus mentir en externe. On ne peut pas sortir un communiqué de presse en disant moi, je fais des bijoux fabriqués en France. Parce que les collaborateurs en interne, ils savent très bien que c'est faux. Donc, il y a une porosité entre comme externe et comme interne. Vous ne pouvez plus mentir à vos collaborateurs. Ce n'est pas possible. L'information, elle circule trop vite en interne. Et donc, comme on le disait tout à l'heure avec Claire, aujourd'hui, on communique sur les réseaux sociaux sur son entreprise. Donc, les managers doivent être à l'écoute aussi de ces signaux faibles et on doit, sur la communication institutionnelle, corporate, être vraiment très raccord et dire la vérité pour créer cette confiance. Voilà, j'en ai terminé pour les tendances. Je vois l'heure filer. On a plein de choses à dire. Quatrième question, je te la pose, Claire. Sur cette conférence, mes principales interrogations portent sur la marque employeur. À ce jour, elle n'existe pas dans mon magasin. On a quelqu'un de la grande distribution qui compte même plus de 200 salariés et nous sommes amenés à recruter régulièrement. Je suis preneuse de conseils concrets et simples à mettre en place. Une question d'Isabelle. Donc là, Claire, est-ce que tu peux nous partager, tu accompagnes beaucoup d'entreprises avec Happy to Meet You sur des conseils concrets, marque employeur, des exemples de vos clients à mettre en place? Alors, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc je vais essayer de faire simple en sachant que je pourrais écrire un bouquin là-dessus. On va peut-être y penser pour 2021, un livre, pourquoi pas. Ouais. Pas mal. En fait, effectivement, pour cette personne qui est dans la grande distribution, il y a toujours une phase, comme je vous disais, de questionnement et un temps pour agir, en fait, en marque employeur. Donc, se questionner, par où commencer ? On peut commencer par analyser ses process RH, voir comment est-ce que tout ça fonctionne, voir à cartographier les process et puis trouver les leviers d'amélioration. Ça, c'est une chose, je pense, importante à faire.
comme je vous disais tout à l'heure, on peut mettre en place une enquête interne ou un audit en confiant ça à une entreprise effectivement naturellement extérieure pour venir interroger, je dirais, sa cible collaborateur, voir ce qui va pas dans l'entreprise, ce qui peut être amélioré, comprendre aussi la culture globale de l'entreprise, ce qui est, par exemple, on peut venir tester des futurs axes de communication. Est-ce que ça, ce sera acceptable pour vous? Est-ce que ça, c'est donc ça, on comprend que c'est inacceptable. Voilà, essayer de comprendre un petit peu la perception collaborateur. Ce même travail-là, on peut le faire à l'externe, donc une enquête externe. Venir tester la perception du candidat, venir tester la perception en faisant une enquête de marque sur le côté vraiment marque employeur, voir comment votre marque ressort auprès de panels. On peut, je pense que c'est important de dresser un portrait du candidat, le fameux, ce qu'on appelle le persona. Et puis, on peut effectivement venir aussi mettre en place une veille concurrentielle pour comprendre comment vous vous situez sur votre marché, non pas votre marché habituel. Voilà, là, peut-être que si c'est cette dame travaille pour Leclerc, on ne parle pas d'Intermarché, mais comprendre finalement quels sont vos concurrents employeurs autour de vous, ceux qui vous empêchent de recruter comme vous le souhaitez et qui font que vous perdez des collaborateurs. Et puis, je dirais le dernier point de cette phase plus d'exploration, c'est évidemment, il faut apporter à ces outils qui sont des outils quanti, une phase quali avec voilà, des entretiens individuels avec les personnes clés de l'entreprise et puis aussi mener ce qu'on appelle, nous, des ateliers collaboratifs pour avoir une vision vraiment très, très globale de vers où aller. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on a fait ce travail-là, on n'a pas besoin derrière d'aller inventer des concepts ou quoi. Les collaborateurs vous donnent vraiment les clés et gérer le chemin tout tracé vers la réussite de votre marque employeur. Ensuite, il y a, comme je vous disais, un temps pour venir animer ces contenus. J'insiste là-dessus parce qu'effectivement, on passe souvent de la phase d'interrogation EVP et plan de com. Mais en fait, il faut derrière vraiment veiller à ce que ce soit porté par vos collaborateurs. Et les collaborateurs, du coup, il faut aussi les former aux éléments de langage. Comment est-ce qu'on parle de l'entreprise? Il faut les former aux réseaux sociaux sur lesquels vous souhaitez aller si eux ne sont pas forcément des cadors sur ces plateformes-là, mais il faut voilà, les accompagner. Et donc derrière, effectivement, il y a la phase de communication où on doit donc produire du contenu. Du contenu, ça peut être, comme on disait tout à l'heure, de la vidéo. Je vous ai parlé des vidéos totem, mais ça peut être de la vidéo simplement corporate qui présente votre entreprise à destination d'une cible grand public, une cible transverse d'ailleurs qui va voilà, du candidat au collaborateur en passant par le grand public. Mais ça peut être de la web série, ce qui est idéal pour présenter par exemple des portraits de collaborateurs. Un truc qui fonctionne très bien aussi, c'est les tutos, venir expliquer des principes simples et faire parler vos collaborateurs pour expliquer des choses à un public cible. On a également des outils collaboratifs. Tu les as cités tout à l'heure, Charlotte. Donc, tout ce qui est lié, tout ce qui est livret d'accueil, guide du manager, charte d'engagement, ça c'est hyper fort dans, je dirais, le parcours collaborateur et puis dans les phases d'onboarding. Il y a évidemment des goodies qui peuvent venir soutenir votre entreprise, des mugs, des t-shirts, des briquets, des masques, en sachant que l'audit vous permettra de voir aussi vers quel outil aller. Et puis à l'externe, travailler, comme je vous disais, ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, encore une fois, ce n'est pas que LinkedIn. Je sais que nous, on fait des formations sur Instagram, qui est un outil qui est adoré des sociétés sur la partie marque employeur. On fait également des formations sur TikTok. Voilà, il ne faut pas négliger aussi, je dirais, les nouveaux canaux. Et puis, évidemment, travailler son site Internet et son parcours candidat et collaborateur. Parcours candidat, il ne démarre pas sur votre site Internet. Le parcours candidat, il démarre d'une requête Google. Donc, comment de cette requête Google, vous amenez votre candidat en un minimum de clics à candidater. Ça, c'est je dirais, un des chemins à suivre pour vous en 2021. Voilà pour moi, Charlotte. Je te passe la main. Oui, merci Claire. Je vois l'heure un peu tourner. Je vois qu'il y a énormément de questions qui se posent. Est-ce qu'on peut, je te propose d'ouvrir peut-être les onglets questions-réponses. Okay. Comme ça, parce que je vois les questions arriver. Donc, non, j'avais pas donc je vous propose là, on répond à vos questions et puis avec Claire, on va
régulièrement se passer la main et je vois qu'il y a plein de choses qui concernent la marque employeur. Alors, une question d'Audrey. Comment faire changer les mentalités concernant justement ce mouton à 5 pattes introuvable? Je réponds. Bah, je Oui, pense vas-y. ça passe forcément par un accompagnement et par de la formation. Il faut pouvoir expliquer, en fait, les entreprises aujourd'hui sont plus que jamais invitées à se réinventer. La transformation digitale est passée par là. Et effectivement, ces patrons boomers se sont adaptés et ont été très, je dirais, résilients et très innovants. Maintenant, effectivement, moi, j'ai vu, je suis intervenue dans une entreprise où le patron me disait moi, la génération Z, jamais. Donc là, il s'agit d'expliquer que si jamais la génération Z, c'est la fin du coup annoncée de l'entreprise et que effectivement les changements que l'entreprise et ce patron notamment boomer a du mal à mettre en place et à accompagner vers la réussite, et que c'est justement cette génération-là qui est porteur de ces changements. Je m'explique. Mhm. Ces nouveaux collaborateurs de la génération Z, ils sont perçus comme, voilà, il y a un respect absolu des heures de travail, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas, si voilà, c'est mis 17h30 dans leur contrat, à 17h29, ça commence à ranger des petits crayons et puis à regarder la montre pour partir. C'est une génération qui est hyper aussi, comment dire, partante, voilà, qui a besoin de télétravail. Je dirais a fortiori quand le réseau Internet est meilleur chez eux que dans l'entreprise. Et ça, pour des patrons, c'est vraiment effectivement impensable après des générations. Moi, j'appartiens à cette génération où voilà, il y a encore des gens qui, effectivement, le soir, font des heures sup pour montrer qu'ils sont là et qui n'assument pas en fait de respecter les horaires Le euh, fameux présentéisme. voilà, exactement. Et en fait, il faut, voilà, je pense, expliquer ce que cette génération a de bon à apporter à ces patrons un peu rétifs. Et Quand ben, justement, Claire, j'ai une question d'un spectateur anonyme. Comment redonner envie à des collaborateurs aigris et négatifs et qui ont tendance finalement à freiner le dynamisme et la motivation apportée par les nouvelles recrues? Ah, bah ça, C'est assez j'adore. rigolo parce que Alors, les... oui, je t'ai Vas-y, coupé, vas-y, pardon. c'est pour toi. Ok. Alors moi j'adore les collaborateurs un peu rétifs, ceux qui sont effectivement aigris, qui dès qu'il y a une idée un peu innovante freinent et cassent directement le process créatif. En fait, eux justement, quand on met en place des audits dans une entreprise, il faut les inclure dès le début. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'ateliers collaboratifs. Eux, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient vraiment bien représentés, parce que finalement ces collaborateurs-là, c'est des gens qui ont des choses à dire. Ça fait longtemps qu'ils portent des choses et qu'ils ne se sentent pas forcément entendus. Et c'est effectivement important de leur donner la parole. Ils ont bien souvent des choses très importantes à dire. Donc, j'irai en les intégrant dès la phase d'exploration des ateliers collaboratifs, la phase d'audit. On va pouvoir récupérer des informations intéressantes pour la suite, pour bâtir la stratégie. Et j'irai aussi on va les acquérir à la cause. C'est-à-dire que de toute façon, si vous ne les intégrez pas dès le début, c'est foutu. Ils vous mettront des bâtons dans les roues dans la phase où vous devrez dépiler le plan de communication et les améliorations RH dans l'entreprise. Donc, c'est absolument nécessaire de les intégrer dès le début dans le process. Merci Claire. Et c'est vrai que les collaborateurs aussi, pour répondre à la question de la personne avant, qui n'a pas envie d'accueillir des collaborateurs génération Z, mais c'est justement ces collaborateurs-là qui apportent aussi une force à ces collaborateurs plus négatifs. Donc c'est important d'avoir un mix en fait de collaborateurs. J'ai une question de Chloé qui nous demande, bonjour, comment savoir les retombées des supports de communication interne mis en place? Comment savoir si les collaborateurs sont intéressés par les informations transmises? Je me permets de répondre, Claire, sur cette question qui est intéressante, qui tourne autour de la mesure. Alors, mesure de la communication interne, je pense qu'on peut mesurer aussi la marque employeur. Peut-être que tu pourras nous répondre là-dessus. Pour mesurer la communication interne, ce n'est pas compliqué. Eh bien, il faut mettre en place des outils de mesure. Et pour ça, j'en parlais tout à l'heure, le digital, les outils de communication interne digitaux vous permettent de prendre facilement le pouls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez publier
eh bien, ça va donner lieu à des likes, des commentaires, un nombre de vues sur les différents canaux. C'est ça qui va vous permettre, au jour le jour, de mesurer la communication interne. Alors certes, pour amorcer un projet ou, on va dire, donner une big picture sur l'année, vous avez les enquêtes terrain, donc les sondages, vous avez des instituts qui vous permettent ça, ou tout simplement un Google Form, une enquête diffusée à tous vos collaborateurs sur l'année. Donc ça, c'est important d'avoir ces deux niveaux, une enquête globale totale sur l'année, et puis avoir un outil aussi qui vous permette, un outil de com, de mesurer. Et comment savoir si les collaborateurs sont intéressés par les informations transmises? Ben, ces likes, en tout cas sur les publications, si vous prenez un outil, vont vous permettre de récupérer cette information. Et puis, justement, faites un avant-après. Voyez en fait si les communications avant étaient plus likées, plus commentées, et faites aussi cet état des lieux maintenant. Puis je peux vous dire par expérience que ce qui intéresse aussi les collaborateurs, eh bien, c'est les collègues, c'est la vie de l'entreprise, c'est aussi s'approprier la stratégie et les décisions de l'entreprise. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les collaborateurs nous disent moi, je ne connaissais pas la stratégie de l'entreprise, ni la vision, et maintenant, grâce à la nouvelle communication mise en place, j'ai pu découvrir tout ça. Les chiffres sont vraiment consternants là-dessus. Et puis aussi, tout simplement, aller à la rencontre des collaborateurs. Le transverse, pour ça, est très important. Posez-leur directement la question. Voilà. Claire, est-ce que tu veux nous dire comment on fait pour mesurer la… Est-ce que tu avais quelque chose à dire là-dessus ou… Sur la marque employeur, oui, moi je peux intervenir en disant que ce serait très compliqué justement de dire, alors pour mesurer la marque employeur, vous prenez tel outil, ça dépend vraiment beaucoup de l'entreprise, je dirais du flux par exemple de candidatures ou du nombre de personnes qui sont en entreprise. Je vais vous nommer donc du coup des indicateurs possibles. Ça peut être par exemple le nombre de candidatures reçues, le nombre de candidatures qualifiées, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, parce que le nombre de candidatures reçues, bon, ok, candidatures qualifiées, c'est-à-dire de candidatures qui émanent de candidats qui m'intéressent. Ça peut être l'amélioration du taux de conversion, et comme tu disais avant-après, le taux de transformation des périodes d'essai. On peut mesurer également l'efficacité de plans d'onboarding. On peut venir mesurer le taux de mobilisation des employés, le taux de participation aux enquêtes. Comme je disais, un audit, on peut le faire en année 1, puis en année 3. Et là, ça devient un baromètre pour mesurer un petit peu les écarts dans les réponses. Ça peut être la mesure de l'expérience collaborateur. Ça peut être la mesure du turnover, tout simplement. Et puis, sur les aspects plus comme le trafic entrant sur le site, comme tu disais, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et je dirais aussi aller dans le détail, comme tu l'expliquais très bien, du nombre de clics, nombre de vues et les réactions sur les posts. Voilà des exemples, il y en a plein d'autres d'indicateurs. Merci Claire. Alors, je continue un petit peu dans les questions. Comment redonner envie? Bon, alors on a un petit peu répondu à ça. Sur les outils pour les annonces sur Internet dont vous parliez, vous préconisez quoi? Peut-être des outils de diffusion. Alors, des outils de… Tu peux préciser la question, Charles? J'ai pas de précision. Alors, je vais attendre voir si la personne nous répond pour préciser. Ouais. Marque employeur et service public, est-ce compatible? Ah bah oui, 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 clairement. Le service public, c'est comme d'autres secteurs, souffre parfois d'une image négative auprès d'une cible candidat. À partir du moment où il y a ça, il y a forcément quelque chose à mettre en place. Il y a des exemples extrêmement réussis. Je vais citer l'armée. L'armée fait des campagnes marque employeur, mais de toute beauté, avec vraiment des campagnes multicanales qui sont hyper bien pensées, très innovantes, à la fois dans les outils et puis dans les angles de vue et dans la valorisation des collaborateurs. Et puis, nous, par exemple, on accompagne les entreprises dans effectivement la marque employeur et l'attractivité territoriale. Non, il faut, en fait, les problématiques sont multiples. On travaille, nous, par exemple, avec des régions qui souffrent
de la concurrence des pays frontaliers. Donc là, oui, il y a forcément quelque chose à mettre en place puisque le marché employeur est dense et concurrentiel. Donc, il faut absolument montrer ce qu'on a de bon à offrir à des collaborateurs. Oui, oui, si, c'est tout à fait compatible. Il faut travailler dessus. Il y a des clés alors, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que pour une entreprise classique. Mais en tout cas, ça passe toujours par la phase vraiment de compréhension de ce qu'on a de bon à offrir et puis voilà, aussi des leviers d'amélioration. La construction d'un EVP, c'est la même chose. Et puis derrière, un plan de com et puis mesure de ce qu'on a mis en place. Merci Claire pour la réponse. Je prends peut-être une dernière question. Il est déjà midi. On verra peut-être pour les questions non répondues avec nos organisateurs Julien et Claire, peut-être pour y répondre d'une autre manière. Volontiers. Question d'Ophélie. Bonjour, nous disposons d'un réseau social d'entreprise en interne. Nous essayons de dynamiser le groupe, mais nous n'arrivons pas à avoir de retour de nos employés. Quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place sur ce réseau social pour toucher nos collaborateurs? Bon, alors là, Ophélie, j'ai différentes questions à vous poser pour mieux connaître votre problème. Mais déjà, ce que je vois, c'est que peut-être vous n'arrivez pas à toucher tout le monde. Déjà, posez-vous la question, quelles sont les habitudes de vos collaborateurs? Sont-ils sur un seul et même site? Avaient-ils déjà un outil digital avant? Je vois aussi que vous avez une problématique de dynamisation. Il y a, comment dire, vous avez du mal à avoir des retours ou peut-être que l'interaction manque. Encore une fois, ici, la question à vous poser, c'est pensez l'outil pour vos collaborateurs. J'imagine à la lecture que vos collaborateurs n'ont pas l'habitude d'un réseau social d'entreprise. Donc là, en fait, il faut voir aussi peut-être que les collaborateurs n'ont pas la même chance que d'autres collaborateurs beaucoup plus connectés. Et pour ça, en fait, il faut envisager les choses différemment. N'hésitez pas aussi, encore une fois, à aller mesurer directement l'impact de la communication interne dans l'entreprise. Comment était-elle avant? Partez-vous de zéro? Et donc, pour ça, les managers aussi sont une force pour connaître l'envie des collaborateurs, pour savoir ce qu'ils ont envie d'avoir comme information. Peut-être qu'il y a des problématiques de communication interne, comme une mauvaise ambiance dans les équipes, problème de recrutement, un turnover. En tout cas, vous avez besoin d'aller creuser et d'aller sur le terrain pour savoir ce qui ne fonctionne pas. Et aussi, vraiment là, sur les sur les problématiques d'outils de communication interne, peut-être que votre outil n'est pas adapté. Voilà. Peut-être une dernière question pour Claire, et puis on va on va terminer le webinaire, j'arrive plus à parler. Il y a énormément de questions. Tenez, j'en ai une de Corinne. Que pensez-vous du rôle de Chief Happiness Officer pour la cohésion et la marque employeur? Claire, est-ce que tu veux répondre à cette question? Ah, mais je serais enchantée d'y répondre puisque j'ai moi-même été Chief Happiness Officer. Bon, Ok. je vais vous répondre avec un gros parti pris parce que voilà, qui va peut-être en énerver certains. Pour moi, et je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans une entreprise. C'est très compliqué de faire porter à une personne cette espèce de, je dirais, de notion de bonheur qui est déjà assez compliqué à exploiter pour moi en entreprise. Enfin, j'espère que voilà, on peut espérer avoir du bonheur dans l'entreprise au travail, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ça va pas reposer sur une personne. C'est ce principe, je dirais, d'homme sandwich. Il va peut-être bien aller quand vous serez dans une phase d'expansion, une phase où tout va bien, vous embauchez, où tout se passe bien. Et puis, il aura déjà des limites, mais les limites se verront et seront criantes à la première difficulté vécue par votre entreprise. C'est pour moi pas du tout la bonne façon d'appréhender justement l'animation dans l'entreprise. Il y a aujourd'hui des postes qui peuvent porter plus que d'autres cette notion d'animation et de bonheur. Mais certainement pas, ça ne peut pas être le rôle en tout cas d'une personne. Et je pense qu'à cela, il faut peut-être plutôt privilégier
une stratégie intégrant un programme de salariés ambassadeurs. Ça fonctionne très bien. En fait, il faut mettre tout le monde. Comme on disait tout à l'heure, c'est jamais vraiment l'objet d'une personne. Donc, non, moi, voilà, je déconseille et je pense que ça a été testé, ce truc-là, dans les années 2010-2015. Moi, je le déconseille formellement. Ça déresponsabilise tout le monde. Merci Claire pour cette réponse et cette prise de position. On aurait envie de continuer et de répondre à toutes les questions. C'est clair. On va voir comment on peut aussi tenter d'y répondre d'une manière un peu déconnectée un peu plus tard. On verra avec nos organisateurs, Lucie et Julien. Merci beaucoup Claire, c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. J'étais contente d'animer ça avec toi et puis j'espère qu'on aura l'occasion de réanimer ce type de conf parce que c'était très sympa de bosser là-dessus avec toi en tout cas, Charles. Exactement, je pense que oui, on a encore plein de choses à dire et ouais, plein de choses à dire sur la communication et la marque employeur. Je vais laisser maintenant la parole à Clément Abbassi qui est en ligne avec nous. Clément, est-ce que tu nous entends? Je sais pas si... Alors, je vous entends. J'espère que vous m'entendez aussi. On t'entend super bien, merci. Allez, super. Allez, c'est parti pour la démo de Steeple. Si vous voulez rester, Clément est là, il vous explique tout, il vous parle de Steeple. C'est parti. C'est ça. Merci à vous. C'était top. J'espère que je vais être au même niveau. Je vais essayer de Bah oui. monter le niveau. Ça Allez. va pas être simple. Bon, je vais faire de mon mieux en tout cas.